Bien, nous allons commencer aujourd'hui la suite du texte sur la mort de Glocqué. Donc, vous vous souvenez là où nous en étions arrivés. Une vieille servante, peut-être sa nourrice, au début poussait des cris de joie parce qu'elle était persuadée que Glocqué entrait dans une transe prophétique envoyée par un dieu, avant de se rendre compte qu'elle a de l'écume qui lui monte aux lèvres, que elle devient livide, qu'elle a des gestes désordonnés et que ses yeux tournent dans tous les sens dans leurs orbites. Et donc, évidemment, la réaction de la servante va changer de tout au tout. C'est ça que nous allons voir maintenant. Donc, comme vous en êtes rendu compte, j'ai essayé de mieux articuler, pardon. Comme vous vous en êtes rendu compte, on se fait vite au style d'Euripide, et le texte est finalement assez facile à comprendre. L'avantage du théâtre, c'est que c'est oral, et que forcément, ça s'adresse à tout le monde. Donc tout le monde va comprendre, et les phrases vont être relativement courtes, puisque ce sont des vers. Donc on y va. Ait antimolpon, eken, hololuges, megan, cocuton. Bon, donc ait, l'apostrophe que vous avez ici, vous indique qu'on avait une voyelle faible qui a disparu parce que le mot qui suivait commençait lui aussi par une voyelle. Donc vous voyez, on fait exactement la même chose qu'en latin, sauf que en latin, au Moyen-Âge, les moines copistes ont restitué les parties manquantes des textes, les parties élidées, puisque quand on avait les textes, ils étaient écrits un petit peu comme un langage SMS. Donc, c'est-à-dire que tous les mots étaient écrits en abrégé, tout était collé, pas de ponctuation. Bien. Donc, les moines copistes ont réintroduit tout cela, principalement les moines copistes allemands. Mais pas en grec, assez curieusement. Vous voyez l'accentuation qu'on a sur les lettres grecques, par exemple ici sur le iota, ici aussi sur le iota, ici sur le eta, ici sur le epsilon, eh bien ce sont les accents toniques. Donc ce sont les fameuses voyelles longues. Donc en grec c'est beaucoup plus simple qu'en latin, puisqu'il n'y a pas ce calcul à faire, tout est écrit. Donc si on vous demande de le prononcer avec l'accent, eh bien on a déjà les syllabes longues, les syllabes brèves sont toutes les autres. D'accord? Bien, voilà. Donc on va poursuivre. Hein. Donc eit antimolpon, eken, hololuges, megan, cocuton. Bon, là-dedans, on cherche le verbe. Le verbe vous était indiqué et analysé dans le vocabulaire. Hein. Si vous regardez dans le vocabulaire, vous aviez ici ekain. Donc, ekain est un indicatif aoriste. C'est l'indicatif aoriste du verbe yemi. Alors, les verbes en mi, pour ceux qui font du grec à l'université, ce sont des verbes irréguliers. Donc, c'est, oui, ça veut dire qu'ils sont encore plus irréguliers que les autres. Hein. C'est possible, tout est possible en grec. Donc, en fait, ils sont irréguliers en ce sens que leurs temps primitifs n'ont absolument rien à voir avec les uns par rapport aux autres. Hein. Quand vous regardez le temps primitif à l'aoriste, vous avez ekain, ce qui n'a absolument rien à voir avec yemi, puisque vous n'avez qu'une seule lettre en commun. Vous avez par exemple le verbe lambano, qui veut dire marcher. C'est en primitif, c'est Elton. Il n'y a plus rien à voir. Bon, on poursuit. Je m'égare. Donc ce verbe, il était à l'indicatif aoriste du verbe yemi. Ça veut dire pousser, lancer. Donc il est à la troisième personne, comme l'indique le epsilon que vous avez ici. Donc on y va. Donc c'est notre verbe à la troisième personne du singulier, de l'indicatif aoriste actif. Le sujet, c'est toujours la vieille servante. Donc, a été, qui est un mot invariable, alors, elle pousse, elle lance. Elle lance quoi? On cherche le CD. Donc, il nous faut un mot à l'accusatif. Quelles sont les terminaisons d'accusatif que nous connaissons? Bien, pour la première déclinaison, nous connaissons an, n et as, pour le pluriel. Et pour la deuxième déclinaison, nous connaissons on pour le singulier, et pour le pluriel ous, ou bien a pour les mots neutres, au pluriel. Bon, on va regarder un petit peu, est-ce qu'on voit cela? Oui, on voit ici antimolpon, on voit ici megan, et on voit ici cocuton. Tous ces mots sont cédés. En même temps, antimolpon est un adjectif, megan est un adjectif, le seul nom, c'était cocuton. Donc, cocuton, si on regarde dans le vocabulaire, cocuton, vous voyez que c'est un mot masculin, comme l'indique son article en haut. Donc, c'est de l'accusatif masculin singulier. Donc, ces trois mots sont à l'accusatif masculin singulier. Même Megan. Donc, Megan, on peut trouver cela un petit peu curieux, puisqu'il a une terminaison en alpha nu. Mais si vous regardez dans le vocabulaire, toujours, oula, je me trompe de page, dans le vocabulaire,
voyez que ça vient de mégas, mégalé, méga, ce qui veut dire que la forme féminine, c'est mégalé. Donc ce n'est pas le même radical. On voit que pour les mots masculins, on a ce radical en alpha. D'accord? Donc, c'est bien masculin. Donc on a 3 mots à l'accusatif masculin singulier qui sont nos CD. Alors, elle poussa quoi donc? Cocuton, un hurlement, Mégane, un grand hurlement, antimolpon, résonnant dans ce lieu. Donc, on est dans un palais royal, on a des salles qui sont vastes, hautes de plafond, avec un petit peu de mobilier, mais pas beaucoup, puisque c'est fait pour accueillir de grandes assemblées. N'oubliez pas qu'on nous a parlé de trône avant, donc on est probablement dans la salle du trône. Forcément, ça résonne. Donc, elle pousse un hurlement qui résonne. Alors, elle pousse un grand hurlement résonnant en ce lieu, et il nous reste un seul mot à analyser, hololuges, avec une terminaison en eta sigma, ça ne peut être qu'un génitif féminin singulier. Génitif féminin singulier de la première déclinaison. Alors, elle pousse un grand hurlement de douleur, je pense, je ne sais plus, hololuges, où est-ce qu'il est? Voilà, un long... Ah non, alors attendez. Donc, alors, elle pousse... Je me trompe de mot, non? Non. Alors, elle pousse une grande... C'est du mal, je recommence. Alors, elle pousse une grande lamentation résonnant en ce lieu, une grande lamentation d'un hurlement, d'un cri aigu. Ouais. Bon, alors en français, on va plutôt dire l'inverse. Hein. Alors, elle pousse un grand hurlement de lamentation résonnant en ce lieu. Hein, plutôt que de dire, alors elle pousse une grande lamentation de hurlement résonnant dans ce lieu, ce qui n'est pas très français. D'accord? Eutus. De men es patros domus homersen. Et de proston artios possin. Bon, alors on regarde un petit peu. Là-dedans, on cherche un verbe. Alors ici, on voit qu'on a une terminaison en sen qui ressemble un petit peu à la terminaison en n qu'on avait ici. Donc hormesen est probablement notre verbe, un indicatif aoriste, actif, troisième personne du singulier. Okay, donc ce petit nu n'est là que parce que le mot qui suit commence par une voyelle. Donc, on va chercher un sujet au nominatif singulier. On va voir du moins s'il y en a un. Et oui, quand vous regardez dans le vocabulaire, vous voyez que et, c'est le nominatif féminin singulier de os, le os, l'un, l'autre. Donc un petit pronom qui se promène là. Donc on va avoir 2 fois ce sujet exprimé. Donc ici, on a ce premier sujet. C'est ce qui sert aussi de pronom relatif, hein, ça. Donc, mais c'est pas une proposition relative. Hein. Donc on en a un ici et on en a un ici. Ça va par 2. Ce qui veut dire que là, il faudra sous-entendre, juste après possine, le même verbe hormesen qui sera mis en facteur commun. Je vais mettre mon verbe en plus petit. Qui sera mis en facteur commun pour les deux propositions. Donc eutus est un mot invariable. Aussitôt. Le petit d, on ne le traduit pas. C'est partie de ces petites particules qui surchargent la langue grecque et qui veut dire d'autre part. Donc aussitôt, l'une hormesen s'élança mène d'une part, s'élança poussa, on regarde un petit peu ce qu'on a. Et ici on a une préposition qui exige la présence de l'accusatif. Donc je vais la mettre en vert. Où est l'accusatif? Est-ce que patros peut être à l'accusatif? Non. Avec une terminaison en os, il ne peut pas. Est-ce que domus peut être à l'accusatif? Oui. Omicron upsilon sigma, c'est une terminaison d'accusatif pluriel. Ça vient de domos, domou, la maison. Quand le mot est écrit au pluriel, généralement il ne désigne pas un ensemble de maisons, mais une vaste demeure comprenant énormément d'appartements privés, bref, un palais royal. Donc aussitôt, l'une s'élança vers, donc une servante, vers domus, la demeure, le palais. Notre groupe nominal est coupé en 2, donc accusatif, masculin, pluriel. Hein. Je vais quand même vérifier si c'est pas un mot féminin et si ce serait une exception comme en latin. Non, c'est bien masculin. Okay. Donc accusatif, masculin, pluriel, vers la demeure. Notre groupe nominal es domus est coupé en 2. La seule chose qui en latin, comme en grec, peut couper un groupe nominal en 2, en dehors d'un mot variable, c'est un génitif. Ce qui veut dire que patros est probablement au génitif. C'est un génitif
masculin